5 minutes avant que je ne doive descendre l'allée, mon père m'a trouvé dans la suite nuptiale. Ses mains tremblaient lorsqu'il a sorti une enveloppe de sa veste. « Catherine, dit-il, la voix brisée, avant que tu ne l'épouses, il faut que tu lises ceci. » La lettre était ancienne, jaunie par le temps, écrite d'une écriture tremblante. Elle venait de la mère d'Alexandre, écrite avant qu'elle ne meure. Et tandis que je lisais ces mots, des mots qui révélaient un lien entre nos familles et qu'Alexandre m'avait caché depuis le jour de notre rencontre, mon monde entier s'est effondré. Je vais vous parler de la nuit où j'ai cessé de me mentir, du moment où sont touchées à brûler toutes les défenses que j'avais soigneusement construites, du baiser qui a eu lieu dans son bureau après que tout le monde soit rentré, celui qui a absolument tout changé, de la ligne entre le professionnel et le personnel que nous avons franchi sans hésitation, du fait de tomber amoureuse du seul homme que je n'aurais jamais dû désirer, et de la découverte que certains liens sont si puissants qu'ils réécrivent toutes vos règles. Peut-être savez-vous ce que c'est quand quelqu'un vous regarde et que soudain l'air semble trop lourd pour respirer, quand l'effleurement de doigts en passant des documents envoie de l'électricité directement dans vos entrailles. Quand vous vous dites que ce n'est rien, c'est professionnel, c'est gérable, mais votre pouls qui s'emballe vous traite de menteuse, quand chaque moment seul avec lui donne l'impression d'être au bord d'une falaise, sachant que vous êtes sur le point de sauter. Si vous avez déjà combattu une attraction que vous saviez ne pas pouvoir vaincre, vous comprendrez chaque mot de cette histoire. Il ne s'agit pas seulement de désir interdit, il s'agit du moment où vous réalisez que la sécurité et la passion ne peuvent pas coexister. De risquer une carrière que vous avez bâtie pendant des années pour quelque chose qui pourrait s'éteindre en quelques mois. D'apprendre que votre cœur se moque des conséquences, de la logique, de toutes les raisons sensées de partir. De découvrir que certaines personnes n'entrent pas simplement dans votre vie, elles la font exploser, et vous vous sentez reconnaissante pour l'explosion. Avez-vous déjà ressenti cette attraction indéniable envers quelqu'un, cette chimie que la logique ne peut expliquer? Si les histoires de passion interdite et de découverte de soi à travers l'amour vous touchent, abonnez-vous. Il y a une nouvelle histoire romantique chaque soir. À la fin de cette histoire, vous saurez exactement à quelle vitesse tout peut changer quand la bonne personne vous regarde de la bonne manière. Vous assisterez au moment précis où j'ai compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière, plus de faux semblants, plus de contrôle. Vous verrez les 3 fois où j'aurais pu arrêter cela avant que ça ne commence, et pourquoi je ne l'ai pas fait. Et vous comprendrez pourquoi, même sachant à quel point cela deviendrait compliqué, je le choisirai à nouveau. Parce que certaines personnes ne touchent pas seulement votre corps, elles entrent en vous et réarrangent toute votre âme. Cette histoire commence il y a 8 mois, quand j'ai accepté un poste d'assistante exécutive, quand je croyais encore que le professionnalisme était un choix, pas une fantaisie. Quand je pensais que la chimie était quelque chose qu'on pouvait simplement ignorer si l'on était assez discipliné. J'avais déjà travaillé pour des hommes puissants sans incident, maintenu des limites sans effort. Mais Alexandre Steele n'était comme personne que j'avais rencontré. Et la façon dont il m'a regardé lors de ce premier entretien, ça aurait dû être mon avertissement. Ça aurait dû me faire fuir. Alors, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Au moment où je suis entré dans son bureau de coin au 42e étage, mon curriculum vitae à la main, ma confiance intacte, à la façon dont ses yeux gris se sont levés de mes qualifications et se sont fixés sur mon visage avec une intensité qui m'a fait trembler les genoux, à la poignée de main professionnelle qui a duré 3 secondes de trop, à la conscience qui bourdonnait entre nous-mêmes pendant que nous discutions de rapports trimestriels et de protocoles de planification. Je me suis dit que j'imaginais, que les milliardaires magnifiques et à succès ne regardèrent pas leurs assistantes comme ça, mais Alexandre Steele, si. Et j'étais déjà en difficulté avant même d'avoir accepté le poste. L'ascenseur jusqu'au 42e étage donnait l'impression de s'élever dans un tout autre monde. Mon reflet dans les portes d'acier poli montrait une femme qui semblait calme, posée, professionnelle dans son tailleur noir ajusté. Mais mon cœur battait la chamade contre mes côtes, et je ne pouvais pas expliquer pourquoi cet entretien était différent de la douzaine d'autres que j'avais réussi haut la main. Peut-être était-ce sa réputation. Alexandre Steele, 35 ans, milliardaire autodidacte, notoirement exigeant, brillamment dévastateur.
Peut-être étaient-ce les avertissements murmurés par le recruteur concernant ses normes rigoureuses, sa capacité à voir à travers toute prétention. Ou peut-être était-ce quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer, une intuition que franchir ces portes de verre allait tout changer. Son assistante, celle que j'allais remplacer, m'a accueilli avec un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Elle m'a guidé à travers un labyrinthe de couloirs épurés, des baies vitrées révélant Paris étalé en contrebas comme une promesse scintillante. « Il est direct », a-t-elle averti alors que nous approchions du bureau d'angle. « Il ne supporte ni les imbéciles, ni l'inefficacité. » Son ton suggérait qu'elle avait connu à la fois ses éloges et son déplaisir. Puis elle a ouvert la porte, et tout ce que j'avais préparé à dire s'est évaporé. Car Alexandre Steele se tenait de dos, silhouetté contre les fenêtres, et même de dos, il commandait chaque atome d'oxygène dans cette pièce. Il s'est tourné lentement, et j'ai oublié comment respirer correctement. Les photographies ne m'avaient pas préparé à sa réalité. 1,90 m de puissance contrôlée dans un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Des cheveux foncés, légèrement en désordre, comme s'il avait passé la main dedans. Une mâchoire forte ombragée par les débuts d'une barbe de 5 heures. Et des yeux, mon Dieu, ces yeux, de la couleur des nuages d'orage, intenses et jaugeants, tandis qu'il balayait mon être. Pas lubrique, pas méprisant, mais me voyant d'une manière qui me faisait picoter la peau de conscience. « Mademoiselle Catherine Reed », dit-il, mon nom résonnant étrangement intime dans sa voix profonde. Ma main a légèrement tremblé alors que je l'attendais pour une poignée de main. Sa paume était chaude, sa poignée ferme mais non agressive, et le contact a envoyé une décharge électrique le long de mon bras à laquelle je n'étais absolument pas préparé. Nous avons maintenu la poignée de main une seconde de trop, son pouce effleurant mes jointures, ce qui pouvait être accidentel ou entièrement délibéré. Ses yeux ont retenu les miens, et j'ai vu quelque chose vaciller dans leur profondeur. Reconnaissance, curiosité, chaleur. Puis il a relâché ma main et a fait un geste vers la chaise en cuir en face de son bureau. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Je l'ai fait, reconnaissante, car mes jambes étaient devenues peu fiables. Il a contourné son bureau avec la grâce d'un prédateur, s'est installé dans son fauteuil et a joint ses doigts en clocher. « Vos qualifications sont impressionnantes. » Une pause. « Dites-moi pourquoi vous voulez ce poste. » J'ai lancé ma réponse préparée sur l'évolution de carrière et les environnements stimulants, mais j'arrivais à peine à me concentrer sur mes propres mots. Parce qu'il me regardait avec une attention totale, ses yeux gris ne s'éloignant jamais de mon visage. Ne jetant pas un coup d'œil à mon curriculum vitae, ne vérifiant pas son téléphone, ne montrant pas la distraction que j'avais rencontrée dans tous les autres entretiens. Il écoutait comme si j'étais la seule chose qui comptait dans son univers à ce moment-là. C'était enivrant et terrifiant à parts égales. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière dans son fauteuil. « Vous avez travaillé pour 3 PDG au cours des 5 dernières années, a-t-il observé. Chaque fois, vous êtes parti pour une meilleure opportunité. Comment puis-je savoir que vous ne ferez pas la même chose avec moi? Vous ne le savez pas, ai-je répondu honnêtement, et j'ai vu la surprise vaciller sur ses traits. Mais je peux vous dire que je n'ai jamais quitté un poste sans avoir rempli mes engagements. Je ne cours pas après l'argent ou les titres, je poursuis l'excellence. Quelque chose a changé dans son expression, un soupçon d'approbation réchauffant ses yeux froids. L'excellence, a-t-il répété, goûtant le mot. Et à quoi ressemble l'excellence pour vous, mademoiselle Reed? La façon dont il a prononcé mon nom était presque sensuelle, chaque syllabe délibérée. Je me suis forcé à maintenir le contact visuel, même si mon pouls s'emballait. Anticiper les besoins avant qu'ils ne soient exprimés. Résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises. Vous facilitez la vie afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous seul pouvez faire. Il a souri alors, juste une courbe de sa bouche, mais cela a transformé son visage d'intimidant à dévastateur. « Vous êtes embauché », a-t-il dit simplement, et j'ai cligné des yeux de surprise car l'entretien avait à peine duré 15 minutes. « Je sais lire les gens, mademoiselle Reed. C'est comme ça que j'ai construit mon empire. Et je vois que vous êtes exactement ce dont j'ai besoin. » La façon dont il a dit « ce dont j'ai besoin » a envoyé une chaleur se propager dans mon ventre. Il s'est levé, tendant à nouveau sa main. « Vous commencez lundi. 8 heures pile. » Je me suis levé sur des jambes qui semblaient faites d'eau,
acceptant sa poignée de main. Encore une fois, ce contact électrique. Encore une fois, ce moment de trop. « Je ne vous décevrai pas, monsieur Steele », ai-je réussi à dire. Ses yeux se sont légèrement assombris. « Alexandre », a-t-il corrigé, « nous allons passer beaucoup de temps ensemble. La formalité semble inutile. » J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Certaines personnes que vous rencontrez, vous savez immédiatement qu'elles vont tout changer. En quittant son bureau, j'ai senti son regard sur mon dos comme un contact physique, et j'ai absolument su, que je devrais refuser ce travail. Mais je ne le ferai pas. Le lundi matin est arrivé avec le soleil perçant à travers les fenêtres de mon appartement et l'anxiété qui me tordait l'estomac. J'ai choisi ma tenue avec soin. Une robe fourreau bleu marine, professionnelle mais flatteuse, associée à des talons qui me donnaient un sentiment de puissance. Alors que je montais dans l'ascenseur jusqu'au 42e étage, je me suis fait une sévère remontrance interne. C'était un travail. Alexandre Steele était mon patron. Ce moment dans son bureau n'avait été rien, juste des nerfs et de l'imagination. Je serais professionnelle, compétente et complètement immune à son physique ridicule et à sa présence magnétique. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Ma résolution a duré environ 7 secondes, le temps exact qu'il m'a fallu pour entrer dans son bureau et le voir lever les yeux de son écran d'ordinateur, son regard balayant mon corps lentement avant de rencontrer le mien avec une appréciation indéniable. « Catherine » a-t-il salué, se levant de son bureau avec une grâce fluide. « Café » Il a montré du doigt une cafetière à piston sur la crédence, manifestement fraîchement préparée. « Noir, 2 sucres, si je me souviens bien de votre dossier. » J'ai figé. « Vous vous souvenez de ma préférence de café à partir de ma vérification d'antécédents ?» Il s'est déplacé pour servir, dos à moi, les épaules larges sous sa veste de costume gris ardoise. Je me souviens de tout ce qui compte. Il s'est tourné, tendant la tasse. Nos doigts se sont effleurés lorsque je l'ai accepté, et cette électricité a de nouveau jailli. Ses yeux ont soutenu les miens par-dessus le bord de sa propre tasse. Nous avons une réunion du conseil à 9 heures. J'aurais besoin que vous preniez des notes et que vous observiez la dynamique. Ne faites confiance à personne. La première semaine a établi un rythme à la fois exaltant et épuisant. Alexandre était brillant, exigeant et travaillait à une allure qui laissait la plupart des gens à bout de souffle. Mais je l'ai égalé à chaque pas, anticipant ses besoins, gérant son emploi du temps impossible, apprenant ses humeurs et ses préférences. Nous sommes tombés dans un rythme qui semblait presque chorégraphié. Il cherchait un dossier, je l'avais déjà prêt. Il commençait à demander quelque chose, je le faisais déjà. « Vous êtes doué pour ça », a-t-il commenté jeudi après-midi, après que j'ai réussi à désamorcer un investisseur en colère avant même que l'appel ne lui parvienne. Nous étions seuls dans son bureau, le soleil de fin d'après-midi projetant une lumière dorée sur son bureau. « Trop doué. Où vous cachiez-vous » ? « J'attendais la bonne opportunité, ai-je répondu, et il a souri, ce sourire rare et authentique qui transformait tout son visage. « Et est-ce celle-ci, la bonne opportunité ?» Il s'était rapproché sans que je le remarque, se tenant maintenant à quelques pas, assez près pour que je puisse sentir son eau de toilette, cèdre et bergamote, et quelque chose d'uniquement lui. Mon souffle s'est coupé. « Je crois bien », ai-je réussi à dire, ma voix sortant plus douce que prévu. Il a étudié mon visage, et l'air entre nous s'est épaissi d'une chose que je refusais de nommer. Puis son téléphone a vibré, brisant le moment. Il l'a regardé, la mâchoire se serrant. « Mon rendez-vous de 19 heures est là », a-t-il dit, reculant. « Vous devriez rentrer chez vous, Catherine, vous l'avez mérité. » Mais tandis que je ramassais mon sac, j'ai senti ses yeux me suivre, et je savais que rentrer chez moi ne m'empêcherait pas de penser à lui. La 2e semaine a apporté une proximité accrue. Son assistante précédente avait maintenu des limites rigides, frappé avant d'entrer, réunion programmée, distance formelle. Mais Alexandre et moi avons développé quelque chose de différent. Il m'appelait dans son bureau pour réfléchir ensemble, et je m'asseyais en face de lui pendant qu'il faisait les 100 pas, son esprit travaillant sur les problèmes à la vitesse de l'éclair. Parfois, il se déplaçait derrière moi pour pointer quelque chose sur l'écran de mon ordinateur portable, sa poitrine proche de mon épaule, sa voix près de mon oreille. Chaque contact accidentel, sa main sur mon coude me guidant à travers un événement bondé, ses doigts frôlant les miens alors qu'il me remettait des documents,
était chargé d'électricité. Je me disais que j'imaginais. Les relations professionnelles impliquaient souvent une proximité physique. C'était normal, mais la façon dont mon cœur s'emballait lorsqu'il était proche ne semblait rien d'autre que normal. Le vendredi de cette deuxième semaine, nous avons travaillé tard sur une proposition de fusion. Le bureau s'était vidé des heures auparavant, nous laissant seuls dans son bureau d'angle, avec Paris scintillant derrière les fenêtres. Je me tenais à son bureau penché sur les documents étalés sur la surface, signalant un écart dans les chiffres. Alexandre s'est déplacé pour se tenir à côté de moi, si près que nos épaules se sont presque touchées, et s'est penché pour examiner ce que j'avais indiqué. « Vous avez raison », a-t-il murmuré, sa voix assez proche pour que je sente son souffle sur ma joue. « Comment avez-vous repéré ça ?» J'ai tourné la tête pour répondre, et j'ai trouvé son visage à quelques centimètres du mien, ses yeux gris soudain sombres et intenses. Nous avons figé. L'air crépitait. Son regard est tombé sur mes lèvres, juste un battement de cœur avant qu'il ne recule, s'éclaircissant la gorge. « Il est tard », a-t-il dit, sa voix légèrement plus rauque. « Nous devrions tous les deux rentrer chez nous. » Mais alors que je rangeais mon sac avec des mains tremblantes, il m'a arrêté d'un léger contact sur mon poignet. « Catherine. » Je l'ai regardée, mon cœur battant la chamade. « Merci. Pour tout. Vous êtes exceptionnelle. » La façon dont il l'a dit, la façon dont il m'a regardé, montrait clairement qu'il ne parlait pas seulement de ma performance au travail. J'ai réussi à sourire, malgré le chaos dans ma poitrine. « Je fais juste mon travail, Alexandre. » Son pouce a caressé une fois l'intérieur de mon poignet où il le tenait toujours, au-dessus de mon pouls qui s'emballait et qui me trahissait sûrement. Puis, il m'a relâché. « Conduisez prudemment », a-t-il dit doucement. L'attraction ne demande pas la permission. Elle prend juste le dessus. Je suis parti avant de pouvoir faire quelque chose de stupide, mais j'ai senti ses yeux sur moi jusqu'à l'ascenseur. Et quand les portes se sont fermées, je me suis affalé contre le mur, touchant l'endroit de mon poignet où son pouce avait été, sachant que quoi que ce soit entre nous, cela devenait plus fort chaque jour. La troisième semaine a marqué un voyage d'affaires à Londres. Alexandre avait une série de réunions avec des investisseurs potentiels et je devais tout coordonner. La nuit précédant notre départ, je suis resté éveillé, me demandant comment j'allais gérer le fait d'être plus proche de lui, de voyager ensemble, de partager des repas. L'attraction physique était gérable lorsqu'elle était confinée à un bureau avec d'autres personnes autour. Mais un hôtel dans une autre ville, cela semblait dangereux. Pourtant, je n'avais donné aucune indication de mes sentiments. J'en étais certaine. J'avais été parfaitement professionnelle, amicale mais pas trop, compétente mais pas séductrice. Quoi que je ressente, je le gardais enfermé à l'intérieur, là où il devait être. Du moins, c'est ce que je pensais. Car lorsque nous sommes montés à bord de son jet privé ce mardi matin-là, Alexandre m'a regardé avec une expression qui suggérait qu'il voyait à travers chaque mur que j'avais soigneusement construit. Le jet était intime. Sièges en cuir crème, accents de bois poli, éclairage doux. Alexandre m'a fait signe de prendre le siège en face de lui plutôt qu'à l'arrière, où j'avais supposé que je travaillerais pendant le vol. « Assieds-toi », a-t-il dit. « Nous devrions parler stratégie. » Mais une fois que nous étions en vol, la conversation a glissé des affaires au personnel avec une facilité surprenante. Il m'a interrogé sur mes antécédents, ma famille, mes rêves, avant que je ne devienne assistante exécutive. Et il a réellement écouté, posé des questions de suivi, s'est souvenu des détails. « Tu voulais être architecte », a-t-il dit, se penchant avec un intérêt sincère. « Pourquoi n'as-tu pas poursuivi cela ? Je n'avais jamais raconté cela à personne, mais d'une manière ou d'une autre avec lui, à 10 000 mètres d'altitude sans nulle part où se cacher, la vérité s'est échappée. Mon père est tombé malade, frais médicaux. J'avais besoin d'un revenu stable, pas d'années d'études et de perspectives incertaines. Quelque chose a changé dans ses yeux, compréhension, respect, peut-être même de la douleur. Ma mère était malade lorsque je construisais ma première entreprise, a-t-il dit doucement. Un cancer de stade 4. Je travaillais 100 heures par semaine, essayant de gagner assez pour me permettre des traitements expérimentaux. Il a regardé par la fenêtre les nuages. Elle est morte 3 mois avant ma première vente majeure. Elle n'a jamais pu voir ce que j'ai construit. Ma poitrine s'est serrée d'empathie. Ce n'était pas le milliardaire impitoyable que les médias dépeignaient.
C'était un homme qui avait aimé, perdu et qui portait ce poids. « Je suis désolé », ai-je dit doucement. Cela a dû être dévastateur. Il a rencontré mes yeux et j'y ai vu une vulnérabilité qui m'a coupé le souffle. Cela m'a appris que le temps est la seule chose que nous ne pouvons pas racheter. Alors je ne le gaspille pas avec des choses ou des gens qui n'ont pas d'importance. L'implication planait entre nous, tacite mais présente. Nous avons atterri à Londres. Nous nous sommes enregistrés à l'hôtel, chambres séparées à des étages séparés, soigneusement professionnels. Mais ce soir-là, après sa dernière réunion, il a frappé à ma porte. « Je meurs de faim et je déteste manger seul », a-t-il dit. « Vous vous joignez à moi ?» Ce n'était pas vraiment une question et je n'allais pas vraiment refuser. Nous avons trouvé un petit restaurant italien niché dans le quartier de Soho, des bougies vacillant sur des nappes à carreaux, Charles Aznavour jouant doucement. Autour du vin et des pâtes, notre conversation s'est approfondie. Il m'a parlé de la construction de son empire à partir de rien, des échecs et des quasi-ratés, de la solitude au sommet. J'ai partagé mes propres luttes, mes rêves reportés, ma peur d'être devenu si doué pour soutenir les ambitions des autres que j'avais oublié comment avoir les miennes. « Vous n'êtes pas seulement douée pour votre travail, Catherine », a-t-il dit, ses yeux intenses à la lumière des bougies. « Vous êtes brillante, stratégique. Vous voyez des schémas et des solutions que la plupart des gens manquent. » Il s'est penché en avant, les coudes sur la table, complètement concentré sur moi. « Quand allez-vous utiliser cette brillance pour vous-même, au lieu de la mettre au service de quelqu'un comme moi ?» La question m'a prise au dépourvu. Aucun patron ne m'avait jamais demandé cela, n'avait jamais suggéré que j'étais capable de plus. « Peut-être que je le fais », ai-je dit lentement. « Peut-être que travailler avec vous m'enseigne des choses que j'ai besoin de savoir. » Quelque chose dans son expression s'est réchauffé. « Hugh, qu'est-ce que je vous enseigne ?» La question semblait lourde, dangereuse. J'ai soutenu son regard. Que l'excellence n'est pas une question de perfection, c'est une question de passion, de s'occuper tellement de ce que l'on construit que l'échec n'est pas une option. Il a tendu la main à travers la table et pendant un instant j'ai cru qu'il allait prendre ma main. Au lieu de cela, il a tracé un doigt le long de la base de mon verre de vin, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Vous comprenez » a-t-il dit doucement. « La plupart des gens ne comprennent pas. Ils voient l'argent, le succès, le pouvoir. Ils ne voient pas l'obsession, le sacrifice, le besoin viscéral de créer quelque chose qui compte. » J'ai compris. J'ai ressenti aussi cette fin de signification. Peut-être que c'est pour cela que nous travaillons bien ensemble, ai-je suggéré. Nous parlons le même langage. Son doigt s'est immobilisé sur le verre. Est-ce que c'est ça? Juste bien travailler ensemble? La question planait dans l'air lourde d'implications. Mon cœur s'est emballé. C'était le moment d'en rire, de changer de sujet, de maintenir les limites professionnelles. Je ne sais pas, ai-je chuchoté à la place, la vérité. Qu'est-ce que c'est? Il s'est penché en arrière, brisant l'intensité, mais ses yeux sont restés fixés sur les miens. Dangereux, a-t-il dit finalement. C'est dangereux. Il a fait signe de demander l'addition. Nous sommes rentrés à pied à l'hôtel en silence, les rues de Londres calmes autour de nous, la tension crépitant entre nous à chaque pas. À l'ascenseur, il a appuyé sur le bouton pour son étage, puis le mien. Nous sommes montés en silence, et lorsque les portes se sont ouvertes à mon étage, je me suis dirigé vers la sortie. « Catherine » a-t-il dit, sa voix basse. Je me suis retourné. Il se tenait dans l'ascenseur, sa main retenant la porte, son expression torturée. « Vous êtes la meilleure assistante que j'ai jamais eue. Je ne veux pas perdre cela, je ne veux pas vous perdre. » L'attraction la plus dangereuse est celle où l'esprit rattrape le corps. J'ai hoché la tête, comprenant ce qu'il ne disait pas. Que nous ressentions tous les deux cela, que nous le combattions tous les deux, que nous étions tous les deux terrifiés par ce qui pourrait arriver si nous arrêtions de nous battre. « Bonne nuit, Alexandre », ai-je réussi à dire. Mais alors que j'étais couché cette nuit-là, je savais que tout avait changé, parce que maintenant je ne le voulais plus seulement physiquement. Je le comprenais, et c'était tellement plus dangereux. Nous sommes revenus de Londres en faisant semblant que rien n'avait changé, mais tout avait changé. L'air entre nous vibrait désormais d'une conscience impossible à ignorer. Alexandre est devenu légèrement plus prudent autour de moi. Maintenant plus de distance, gardant les conversations strictement professionnelles. Mais ses yeux le trahissaient.
Il me trouvait à travers la salle de conférence pendant les réunions, sombre et affamé avant qu'il ne se reprenne et ne détourne le regard. Je sentais le poids de son regard comme un contact physique. Je le sentais quand j'avais le dos tourné, je le sentais brûler à travers mes vêtements. Et Dieu m'aide. J'aimais ça. J'aimais savoir qu'il menait la même bataille que moi. J'aimais la tension qui rendait chaque interaction électrique. Je me disais que nous étions adultes, que nous pouvions gérer cela, que nous pouvions garder le contrôle. Puis est venue la nuit qui a prouvé que j'avais tort, un gala de collecte de fonds, le genre d'événement auquel Alexandre assistait à contre-cœur, et uniquement parce que sa présence était attendue. « J'ai besoin de vous là-bas », avait-il dit ce matin-là. « Ces événements sont une torture. Au moins si vous êtes là, j'aurai quelqu'un d'intelligent à qui parler. » Alors j'ai acheté une robe, en soie émeraude qui épousait mes courbes et tombait à mi-cuisse, audacieuse mais pas inappropriée. Quand Alexandre est arrivé à mon appartement pour venir me chercher, son chauffeur était absent, avait-il dit, bien que je soupçonnais que c'était un mensonge. Sa réaction en a valu chaque centime. Ses yeux ont balayé mon corps lentement, ses pupilles se dilatant, sa mâchoire se serrant. « Vous êtes… » Il s'est arrêté, s'est éclairci la gorge. Nous devrions y aller. Mais le trajet jusqu'au lieu était chargé de conscience, sa main serrant trop fort le volant, mon cœur s'emballant à chaque regard qu'il me lançait. Le gala s'est tenu dans un entrepôt rénové à Saint-Germain, chic industriel, rencontre haute société. Des lustres en cristal pendaient des poutres apparentes. Des femmes en robe de créateur se mêlaient à des hommes en smoking. La main d'Alexandre s'est posée sur le bas de mon dos lorsque nous sommes entrés, chaude à travers la soie, et j'ai lutté pour garder ma respiration stable. Nous avons parcouru la salle ensemble, lui établissant des connexions pendant que je me tenais à ses côtés, consciente de la spéculation dans les yeux des gens. Il supposait que j'étais sa cavalière, pas son assistante, et il ne les a pas corrigés. Entre les conversations, il se penchait pour murmurer des observations à mon oreille, son souffle chaud sur ma nuque. La femme en rouge, un cœur de pierre. Méfiez-vous d'elle. Ou, ce politicien est déjà ivre, évitez-le. Chaque commentaire chuchoté m'envoyait des frissons dans le dos. 3 verres de champagne ont relâché le contrôle strict que nous maintenions tous les deux. Lorsqu'une chanson lente a commencé, Alexandre s'est tourné vers moi. Dansez avec moi. Pas une question, mais pas un ordre non plus. Quelque chose entre les deux, chargé d'intention. J'aurais dû dire non, aurais dû trouver une excuse. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête. Il m'a conduite sur la piste de danse, une main prenant la mienne, pendant que l'autre se posait sur ma taille, me tirant plus près que strictement nécessaire. Nous nous sommes déplacés ensemble, et j'ai eu l'impression que le monde entier se rétrécissait à nous deux. Son pouce traçait de petits cercles sur ma hanche à travers la soie. Ma main reposait sur son épaule, sentant le muscle sous sa veste de smoking. Nous nous ajustions parfaitement, nos corps comprenant quelque chose que nos esprits refusaient de reconnaître. « C'est une erreur », a-t-il murmuré, mais il m'a tiré plus près au lieu de me relâcher. « Danser avec vous, être si proche, je n'arrive plus à réfléchir. » Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. « Alors peut-être devriez-vous arrêter de réfléchir », me suis-je entendu dire, le champagne me rendant courageuse et imprudente. Ses yeux se sont obscurcis dangereusement. « Catherine ». Mon nom était un avertissement, un plaidoyer. La chanson s'est terminée, mais nous ne nous sommes pas séparés, restant là au bord de la piste de danse, pendant que les couples bougeaient autour de nous. Sa main a glissé de ma taille pour encadrer ma mâchoire, son pouce effleurant ma joue. Les gens regardaient. Je pouvais sentir leurs yeux, mais je n'arrivais pas à m'en soucier. « Nous ne pouvons pas faire ça », a-t-il dit, mais son pouce a tracé ma lèvre inférieure, mettant tous mes terminaisons nerveuses en feu. « Je sais », ai-je chuchoté, même si je me penchais vers son contact. Puis quelqu'un a appelé son nom, un associé d'affaires coupant le moment. Alexandre a retiré sa main comme si je l'avais brûlé, reculant, son expression se fermant. « Excusez-moi », a-t-il dit sèchement, et il s'est éloigné. Je suis restée là, tremblante, ma lèvre picotant encore de son contact, mon corps endolori de désir et de confusion. J'ai traversé le reste de la soirée en pilote automatique, maintenant la distance entre nous évitant ses yeux. Le retour à la maison s'est fait en silence, la tension si épaisse que je pouvais à peine respirer. Il s'est garé devant mon immeuble
et est resté assis là, le moteur en marche, les mains serrant le volant. « Je suis désolé, a-t-il dit finalement. C'était inapproprié, cela n'arrivera plus. » Mais il n'avait pas l'air désolé. Il avait l'air torturé. J'ai tendu la main vers la poignée de la porte, ayant besoin de m'échapper avant de faire quelque chose de stupide. « Catherine, attendez. » Je me suis retourné vers lui. Ses yeux ont rencontré les miens, et le désir brut que j'y ai vu m'a coupé le souffle. « Je n'arrête pas de penser à vous, » a-t-il avoué, les mots semblant lui être arrachés. « À chaque instant de chaque jour. Je n'arrive pas à me concentrer en réunion parce que je suis conscient de votre présence dans la pièce. Je n'arrive pas à dormir parce que j'imagine... » Il s'est arrêté, la mâchoire serrée. « Cela me tue. » Ma main a trouvé la sienne sur le volant. « Moi aussi, ai-je admis. » Nous sommes restés assis là, les mains se touchant, la confession planant entre nous. Puis je me suis éloigné, et je suis sorti de la voiture avant que l'un de nous puisse franchir la ligne autour de laquelle nous dansions depuis des semaines. Parfois, le presque est plus puissant que le baiser lui-même. J'ai regardé ses feux arrière disparaître, j'ai touché mes doigts à mes lèvres qu'il n'avait pas embrassées, et j'ai souffert de ce qui n'était pas arrivé. Parce que maintenant je savais. Il me désirait autant que je le désirais. Et cette connaissance a absolument tout changé. Le lundi matin donnait l'impression d'entrer dans un champ de mines. Alexandre était déjà dans son bureau lorsque je suis arrivé, debout aux fenêtres, le dos à la porte, les épaules raides de tension. « Fermez la porte !» a-t-il dit sans se retourner. Je l'ai fait, le cœur battant à tout rompre. Le clic du loquet a semblé définitif, comme si cela nous scellait dans quelque chose à quoi aucun de nous ne pouvait échapper. Il s'est tourné lentement, et l'expression sur son visage m'a fait fléchir les genoux, conflit et désir se disputant dans ses yeux gris. Nous devons parler de vendredi soir. J'ai posé mon sac avec précaution, gagnant du temps pour stabiliser ma voix. D'accord. Il s'est dirigé vers son bureau mais ne s'est pas assis, agrippant plutôt le bord, comme si c'était la seule chose qui le maintenait ancré. J'ai franchi une limite. Plusieurs limites. Vous travaillez pour moi, Catherine. Il y a une dynamique de pouvoir ici qui rend cela. Il a fait un geste entre nous, complètement inapproprié. Je sais, ai-je dit doucement. Je connais toutes les raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée. Sa mâchoire s'est serrée. Alors aidez-moi à comprendre pourquoi je ne peux pas arrêter de penser à le faire quand même. L'honnêteté brute de sa voix m'a serré la poitrine. Je me suis rapproché, attiré par lui malgré toutes les raisons logiques de maintenir la distance. Parce que certaines choses n'ont pas de sens. Certains liens ne suivent pas les règles. Je me suis arrêté à quelques centimètres, assez près pour voir le muscle tressauter dans sa mâchoire, assez loin pour préserver le semblant de professionnalisme. Je n'ai pas planifié cela, Alexandre. Je ne veux pas mettre en péril mon travail ou votre réputation ou rendre les choses compliquées. Mes mains se sont tordues ensemble, mais je ne peux pas prétendre que je ne ressens pas ce que je ressens. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Il a expiré lentement, ses yeux scrutant mon visage comme s'il mémorisait chaque détail. « Qu'est-ce que vous ressentez ?» La question était douce, presque vulnérable. J'aurais pu mentir. Aurait dû mentir. Au lieu de cela, je lui ai donné la vérité. J'ai l'impression que chaque fois que vous entrez dans une pièce, l'air change. Que lorsque vous vous tenez près de moi, tout mon corps s'anime. Que lorsque vous me regardez comme vous me regardez en ce moment, j'oublie toutes les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas faire cela. J'ai pris une inspiration tremblante. J'ai l'impression de tomber amoureuse de vous, et je n'ai aucune idée de comment l'arrêter. Et le plus effrayant, je ne sais pas si je veux encore l'arrêter. Les mots ont plané entre nous, irrévocables. Alexandre a fermé les yeux brièvement, et quand il les a rouverts, ils étaient sombres de désir et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à du soulagement. « J'ai vécu l'enfer », a-t-il dit doucement. « Vous désirez. Le combattre. Me dire toutes les raisons pour lesquelles c'est mal tout en restant éveillé la nuit, à imaginer ce que ça ferait d'arrêter de me battre. » Il a contourné le bureau, se rapprochant. « Vous êtes brillante, Catherine. Belle. Vous me voyez. Pas l'argent ou le pouvoir, mais qui je suis réellement. Et cela me terrifie. Parce que j'ai passé des années à construire des murs, à garder les gens à distance. Et vous ?» Il s'est arrêté à quelques centimètres, sa main se levant pour encadrer mon visage. «
Vous avez traversé toutes les défenses que j'avais comme si elles n'existaient pas. Son pouce a effleuré ma pommette, et je me suis penché dans son contact, mes yeux se fermant doucement. « Que faisons-nous » ai-je chuchoté. « Nous ne pouvons pas continuer à danser autour de ça. Ça nous rend fous tous les deux. » Quand j'ai rouvert les yeux, son visage était si proche que je pouvais compter ses cils, pouvais voir des taches d'argent dans ses yeux gris. « Je ne sais pas, a-t-il admis. Chaque option semble impossible. Si nous faisons cela, nous risquons tout. Votre carrière, la stabilité de mon entreprise, nos deux réputations. Les médias se régaleraient. Le conseil remettrait en question mon jugement. » Sa main a glissé dans mes cheveux berçant l'arrière de ma tête. « Mais si nous ne le faisons pas, si je vous laisse vous éloigner sans jamais savoir ce que cela pourrait être, je pense que cela pourrait aussi me détruire. » Mes mains ont trouvé sa poitrine, sentant son cœur battre sous mes paumes aussi sauvagement que le mien. « Je ne veux pas m'éloigner, ai-je avoué. Je devrais. Je sais que je devrais. Mais Alexandre, Les mots se sont étranglés dans ma gorge, trop grands et terrifiants pour être prononcés. Il a incliné mon visage vers le haut, son front reposant contre le mien, partageant le souffle, existant dans cet espace intime entre nous. « Dites-moi » a-t-il exhorté doucement. « Quoi que ce soit, dites-le-moi. Parce que j'ai besoin de savoir si ce n'est que de la chimie ou si vous ressentez ce que je ressens. » J'ai ouvert les yeux, trouvant les siens si proches et vulnérables. « Je pense que je suis en train de tomber amoureuse de vous, » ai-je chuchoté, et je ne sais pas quoi faire à ce sujet. Il a fait un son grave dans sa gorge, douleur ou soulagement ou les deux, et pendant un moment, j'ai cru qu'il allait m'embrasser. Ses yeux sont tombés sur mes lèvres, son souffle s'accélérant, sa main se resserrant dans mes cheveux. Nous nous tenions ensemble au bord de la falaise, à un petit mouvement de la chute. Puis son téléphone a sonné, strident et intrusif, et la réalité est revenue brusquement. Il m'a relâché lentement, reculant, passant une main dans ses cheveux par frustration. « J'ai un appel du conseil dans 5 minutes, a-t-il dit rudement. Nous devons y réfléchir, vraiment y réfléchir, savoir si nous sommes prêts à faire face aux conséquences. » Il s'est dirigé vers son bureau, mettant une distance physique entre nous. « Prenez la journée. Rentrez chez vous. Nous parlerons demain quand nous aurons tous les deux eu le temps de digérer. Les mots les plus effrayants sont aussi les plus vrais. Je n'arrête pas de penser à vous. » J'ai hoché la tête, incapable de parler au-delà de l'émotion qui me serrait la gorge, et je suis parti avant qu'il ne puisse voir les larmes monter. Parce que nous avions finalement été honnêtes. Nous avions mis nos cartes sur la table. Et maintenant, nous devions décider si nous risquions tout pour ce que nous ressentions. Le point de choix était arrivé, et aucun de nous ne pouvait plus l'éviter. Je ne suis pas rentré chez moi. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, j'ai marché dans les rues de Paris pendant des heures, mon café refroidissant dans mes mains, essayant de réfléchir clairement à travers le chaos dans ma tête. Le côté pratique de mon cerveau listait toutes les raisons de m'éloigner. Suicide professionnel, réputation, dynamique de pouvoir, complications inévitables. Mais mon cœur murmurait d'autres vérités. La façon dont il me regardait, la vulnérabilité dans sa confession, le sentiment que nous nous comprenions d'une manière qui transcendait la logique. Au moment où le soir est tombé, je n'avais toujours pas de réponse. Alors j'ai fait la seule chose que j'évitais. Je suis retourné au bureau. Le bâtiment était presque vide. Les agents de sécurité m'ont laissé passer avec une reconnaissance familière. L'ascenseur jusqu'au 42e étage a semblé éternel. Et quand je suis sorti, j'ai vu la lumière encore allumée dans le bureau d'Alexandre. Bien sûr qu'il était toujours là. Il n'était probablement pas parti du tout. Je suis resté devant sa porte pendant 1 minute complète, le regardant à travers les murs de verre. Il était assis à son bureau, sa cravate desserrée, ses manches retroussées, la tête entre ses mains, un homme en guerre contre lui-même. Puis, comme s'il sentait ma présence, il a levé les yeux. Nos regards se sont croisés à travers la vitre, et j'ai vu une douzaine d'émotions traverser son visage. Surprise, désir, résignation, espoir. Il s'est levé lentement, et j'ai poussé la porte avant de perdre mon courage. J'ai pris ma décision, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne l'étais. Il a contourné le bureau, s'arrêtant à quelques centimètres, son expression prudente. Et j'ai posé mon sac, mon manteau. J'ai retiré mes talons pour me retrouver en chaussettes sur son tapis coûteux. Je suis terrifié, ai-je admis.
de perdre mon travail, que les gens nous jugent, que ce soit une erreur qui nous coûte tout à tous les deux. Mais, a-t-il encouragé sa voix rauque, j'ai réduit la distance entre nous jusqu'à ce que nous soyons à quelques centimètres, jusqu'à ce que je puisse sentir la chaleur rayonnant de son corps, puisse voir son pouls battre dans sa gorge. Mais je suis plus terrifié de passer le reste de ma vie à me demander ce qui aurait pu se passer si j'avais été assez courageuse pour le découvrir. Je l'ai regardé, le laissant voir tout ce que je ressentais. Je vous choisis, Alexandre. Je choisis ceci. Quelles que soient les conséquences, je peux vivre avec. Ce avec quoi je ne peux pas vivre, c'est de m'éloigner et de toujours me demander si. Quelque chose s'est brisé en lui. Je l'ai vu arriver, j'ai vu sa dernière retenue s'effondrer. « Catherine », a-t-il soufflé, « mon nom une prière et une malédiction. » Ses mains se sont levées pour encadrer mon visage, tremblant légèrement contre ma peau. Une fois que nous faisons cela, il n'y a pas de retour en arrière. Vous comprenez ça? Tout change. Ses pouces ont caressé mes pommettes, ses yeux cherchant les miens une dernière fois pour déceler un doute ou une hésitation. « Je sais », ai-je chuchoté, mes mains glissant le long de sa poitrine, sentant son cœur s'emballer sous mes paumes. « Je sais et je le choisis quand même, je vous choisis. » Ses yeux se sont assombris jusqu'à devenir presque noirs, et je l'ai regardé prendre sa propre décision. J'ai vu le moment où il a cessé de combattre ce que nous voulions tous les deux. « Que Dieu me vienne en aide », a-t-il chuchoté, et puis sa bouche était sur la mienne. Le monde s'est arrêté, le temps s'est suspendu. Tout ce que j'avais imaginé, chaque fantasme que j'avais essayé de réprimer, pâlissait en comparaison de la réalité d'Alexandre Steele m'embrassant. Ses lèvres étaient douces mais exigeantes, bougeant contre les miennes avec une faim qui correspondait à la mienne. Une main est restée pour bercer mon visage, tandis que l'autre glissait dans mes cheveux, inclinant ma tête pour approfondir le baiser. J'ai haleté contre sa bouche, et il en a profité, sa langue balayant l'intérieur pour me goûter. La chaleur a explosé à travers mon corps, s'accumulant bas dans mon ventre, rendant mes genoux faibles. J'ai agrippé sa chemise pour rester debout, et il m'a tiré fermement contre lui, éliminant chaque centimètre d'espace entre nous. Le baiser était tout, désespéré et tendre, féroce et doux, des mois de désir niés enfin libérés. Il m'a embrassé comme s'il mourait de faim et que j'étais sa subsistance, comme s'il avait attendu toute sa vie ce moment. Je l'ai embrassé en retour avec une ferveur égale, versant chaque once de sentiment que j'avais supprimé dans le contact. Mes doigts se sont entrelacés dans ses cheveux, et il a fait un bruit sourd d'approbation qui a vibré dans ma poitrine. Nous nous sommes séparés seulement lorsque respirer est devenu nécessaire, les fronts pressés l'un contre l'autre, haletants tous les deux. « J'ai voulu faire ça depuis l'instant où vous êtes entré dans mon bureau », a-t-il avoué d'une voix rauque, « depuis que vous m'avez regardé avec ses yeux intelligents et que vous m'avez mis au défi. » Son pouce a tracé ma lèvre inférieure gonflée. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous me faites. » J'ai reculé juste assez pour rencontrer ses yeux, les trouvant embrasés de désir et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à de la stupéfaction. « Montrez-moi », ai-je chuchoté audacieuse maintenant que nous avions franchi la ligne. Un sourire lent s'est répandu sur son visage, le transformant d'homme d'affaires sévère à homme incroyablement sensuel. « Êtes-vous sûr ?» Ses mains ont glissé le long de mes côtés, se posant sur mes hanches, brûlant à travers le tissu de ma robe. « Parce qu'une fois que je commence, Catherine, je ne voudrais plus m'arrêter. » J'ai répondu en tirant sa bouche vers la mienne, l'embrassant avec tout ce que je ressentais. Il a répondu immédiatement, un bras se serrant autour de ma taille pour me soulever contre lui. Certains baisers changent la trajectoire de toute votre vie. Celui-ci en faisait partie. Quand nous nous sommes finalement séparés à nouveau, tous les deux rougis et respirant bruyamment, il a reposé son front contre le mien. « Tout est devenu incroyablement compliqué », a-t-il murmuré. J'ai souri contre ses lèvres. « Je sais. Ça en vaut la peine ?» Sa réponse fut un autre baiser, profond et possessif et plein de promesses. « Absolument, ça en vaut la peine. Nous avons convenu de garder cela secret, du moins initialement. Non pas parce que nous avions honte, mais parce que nous avions besoin de temps pour naviguer dans ce nouveau territoire, sans la pression de l'examen public. Au bureau, nous maintenions une distance professionnelle, ou du moins, nous essayions. Mais tout avait changé,
et le cacher s'avérait presque impossible. Maintenant, quand Alexandre m'appelait dans son bureau pour discuter d'un contrat, sa main effleurait le bas de mon dos lorsque je passais. Quand nous examinions des documents côte à côte, sa cuisse se pressait contre la mienne sous la table, et sa nouvelle assistante, Vanessa, aux yeux vifs et ambitieuse, nous regardait avec une intensité qui me faisait picoter la peau. Elle était là depuis 3 semaines, et je pouvais la sentir calculer, mesurer, attendre quelque chose. Notre premier vrai rendez-vous a eu lieu 1 semaine après ce baiser. Alexandre est venu me chercher dans une voiture aux vitres teintées, m'a emmené dans un restaurant privé à Saint-Gervais, où la discrétion était garantie. Nous nous sommes assis dans une banquette d'angle, les bougies vacillant entre nous, et cela semblait surréaliste de faire quelque chose d'aussi normal après des semaines de désirs niés. « Racontez-moi quelque chose que personne d'autre ne sait », a-t-il demandé, ses doigts jouant avec les miens sur la table. J'ai réfléchi un instant. J'écrivais de la poésie, ai-je admis, de la poésie adolescente terrible et mélodramatique sur le chagrin d'amour et le sens de la vie. J'ai tout brûlé à 20 ans. Il a souri, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Reconnaissance? Surprise? De la poésie? A-t-il répété doucement. Sur le chagrin d'amour. Puis, plus doucement, votre père, Thomas Reed. Il enseignait la littérature à la Sorbonne, n'est-ce pas? Mon sang s'est glacé. Je ne lui avais jamais dit le nom de mon père, jamais mentionné la Sorbonne. Comment savez-vous cela? L'expression d'Alexandre a changé. Culpabilité, résignation, quelque chose de plus profond. Il a tendu la main vers la mienne, mais j'ai reculé. Catherine, j'ai besoin de vous dire quelque chose que j'aurais dû vous dire dès le début. Mon cœur battait la chamade. Quoi? Il a pris une inspiration, et je l'ai vu se transformer de milliardaire confiant en homme vulnérable. Il y a 12 ans, la maison d'édition de votre père était en faillite. Il était à quelques jours de la banqueroute. Un investisseur anonyme est intervenu, a racheté la dette, restructuré l'entreprise, tout sauvé. Votre père n'a jamais su qui c'était. Le monde a basculé. C'était vous, ai-je chuchoté. Vous aviez 23 ans. J'avais 23 ans et j'étais avide de succès, et la société de votre père a publié le seul livre qui ait jamais compté pour moi, le recueil de poésie de ma mère, imprimé à titre posthume. Sa voix s'est brisée. Elle est morte sans jamais voir ses mots imprimés. Votre père a rendu cela possible. Alors, quand j'ai fait mon premier million, quand j'ai appris qu'il était en difficulté, je lui ai rendu l'appareil de la seule manière possible. Des larmes me brûlaient les yeux, mais je ne savais pas si c'était à cause de l'émotion ou de la trahison. Et moi? M'embaucher? Il s'est penché en avant avec urgence. Je ne l'avais pas planifié. Je n'ai même pas fait le lien jusqu'à ce que vous entriez dans mon bureau et prononciez votre nom, Catherine Reed, et j'ai vu votre curriculum vitae, Sorbonne, diplôme de littérature, Thomas Reed listé comme père. Cela m'a frappé comme un éclair. Sa main tremblait. J'aurais dû vous le dire à ce moment-là, je le sais, mais j'ai été égoïste. Je voulais vous connaître, vous comprendre, et puis je suis tombé amoureux de vous, et vous le dire est devenu impossible. Alors, pendant tout ce temps, ma voix tremblait. Vous saviez tout de moi, mon histoire, ma famille, mes difficultés, et je ne savais rien de votre lien avec mon père. Le déséquilibre semblait écrasant. « Ce n'est pas comme ça », a-t-il protesté. « Oui, je connaissais vos antécédents. Mais Catherine, la femme que vous êtes, votre brillance, votre force, la façon dont vous me défiez, je ne savais rien de tout cela. Je suis tombé amoureux de qui vous êtes, pas de qui est votre père. » Il a tendu la main à travers la table à nouveau. « Je vous le dis maintenant parce que je ne peux pas construire une vie avec vous sur des secrets. J'aurais dû vous le dire plus tôt, je sais, mais je vous le dis maintenant. S'il vous plaît, laissez-moi tout expliquer. Je me suis levé, ayant besoin d'air, ayant besoin d'espace. J'ai besoin de réfléchir. » Son visage s'est effondré. « Catherine, s'il vous plaît, ne... » Mais je m'éloignais déjà, ces mots me poursuivant dans la nuit. Je n'ai pas répondu à ses appels pendant 2 jours. J'avais besoin de digérer. La révélation, les implications, si ces sentiments étaient de réels ou basés sur une sorte de complexe du sauveur concernant mon père. Mais le 3e jour, un colis est arrivé à mon appartement. À l'intérieur, il y avait un livre de poésie usé, le recueil préféré de mon père publié par sa société. Et à l'intérieur,
Une lettre écrite de la main d'Alexandre. « Catherine », disait-elle. C'était la copie de ma mère. Elle avait écrit des notes dans les marges, marqué ses vers préférés. Après sa mort, votre père m'a retrouvé personnellement pour me donner le premier exemplaire imprimé de son recueil. Il m'a dit « Les mots de votre mère vivront pour toujours maintenant ». Il m'a sauvé alors que je me noyais dans le chagrin. Alors oui, j'ai sauvé sa compagnie. Et oui, quand vous êtes entré dans mon bureau, j'ai reconnu votre nom. Mais je jure sur tout ce que j'ai. Je n'ai pas manigancé cela. Je ne vous ai pas manipulé. Je n'ai pas pu vous laisser partir une fois que je vous ai rencontré. Appelez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi vous prouver que ce que nous avons est réel. J'ai appelé. Il a répondu à la première sonnerie. Venez, ai-je dit simplement. Il m'attendait à mon arrivée, la porte ouverte avant que je puisse frapper. Je suis désolé, a-t-il commencé, mais j'ai pressé mes doigts sur ses lèvres. Dites-moi une chose, et soyez honnête. M'avez-vous embauché à cause de mon père? Ses yeux ont soutenu les miens. Non. Je vous ai embauché parce que vous étiez la candidate la plus qualifiée et que vous m'avez mis au défi lors de cet entretien, d'une manière que personne ne l'avait fait depuis des années. Votre lien avec votre père m'a rendu curieux de vous, mais Catherine, vous avez obtenu ce poste par votre propre mérite. J'ai cherché la tromperie sur son visage et n'ai trouvé qu'une honnêteté désespérée. D'accord, ai-je chuchoté. D'accord. Le soulagement a inondé ses traits. D'accord? Je l'ai tiré vers le bas pour un baiser, profond, pardonnant et réel. Nous commençons à être complètement honnêtes à partir de maintenant. Plus de secrets. D'accord? Ses bras se sont serrés autour de moi. D'accord, mon Dieu, j'ai cru que je vous avais perdu. Il y a une liberté à finalement admettre ce que l'on veut et ce que l'on a caché. Nous avons fait l'amour cette nuit-là avec une nouvelle intensité, construite sur la vérité plutôt que sur les secrets. Et après, enlacé, il m'a tout raconté. Chaque décision, chaque moment où il a failli avouer, chaque raison pour laquelle il était tombé amoureux de moi. Le secret avait menacé de nous détruire, mais le fait d'y survivre nous a rendus plus forts. 6 semaines après le début de notre relation secrète, Alexandre a planifié quelque chose de spécial. « Préparez un sac pour le week-end », m'a-t-il dit jeudi matin, ses yeux brillants de malice. « Je vous emmène quelque part. » Il ne voulait pas me dire où malgré mes questions, disant juste d'emporter des vêtements confortables et quelque chose de chic pour le dîner. Vendredi après-midi, nous avons quitté la ville dans sa voiture, conduisant vers le nord en direction de la Normandie. Les feuilles d'automne flamboyaient de rouge et d'or autour de nous, et à chaque kilomètre loin de Paris, je sentais la tension du secret se lever. Ici, nous pouvions juste être Alexandre et Catherine, pas patron et assistante, pas milliardaire et employé, juste 2 personnes qui tombaient amoureuses. Parce que c'était cela, j'ai réalisé en le regardant conduire, une main sur le volant et une tenant la mienne. J'étais complètement en train de tomber amoureuse de lui. La maison est apparue à travers les arbres, comme quelque chose sorti d'un rêve. Une ferme rénovée perchée à flanc de colline, tout en fenêtres et bois chauds, entourée de forêts. Elle est à moi, a-t-il expliqué en nous garant. Je l'ai achetée il y a des années comme échappatoire, mais je ne l'utilise jamais. Le moment semblait opportun. L'intérieur était encore plus magnifique. Poutres apparentes, cheminée en pierre, meubles qui semblaient confortables plutôt que chers. Et à l'étage, à travers des portes-fenêtres, une chambre avec un lit à baldaquin et des fenêtres donnant sur la vallée. Mon cœur s'est emballé. C'était ça. C'était le week-end où nous arrêterions de nous retenir. Alexandre est venu derrière moi, enlaçant ma taille, son menton sur mon épaule. « Pas de pression », a-t-il murmuré. « Nous pouvons dormir dans des chambres séparées si vous voulez. Je voulais juste du temps seul avec vous, du temps réel. » Je me suis tourné dans ses bras, levant les yeux vers lui. « Je ne veux pas de chambre séparée. » Ses yeux se sont assombris, mais il s'est contrôlé, pressant un baiser doux sur mon front. « Alors préparons le dîner. Je veux faire les choses bien. Vin, conversation, romance. Pas seulement tomber au lit comme si nous étions pressés. » Nous avons donc cuisiné ensemble, sa cuisine chic se remplissant de l'odeur d'ail et de vin, nos corps s'effleurant tandis que nous nous déplacions l'un autour de l'autre. Il volait des baisers pendant que je remuais la sauce. Je m'inclinais contre lui pendant qu'il ouvrait le vin. La domesticité de cela, cuisiner ensemble, rire de ses terribles talents de hachage, travailler en équipe,
semblait plus intime que n'importe quel contact physique. C'était un partenariat. C'était à quoi pouvait ressembler une relation au-delà des moments volés. Pendant le dîner à la longue table en bois, les bougies vacillant entre nous, la conversation est devenue sérieuse. « J'ai réfléchi », a dit Alexandre, ses doigts jouant avec le pied de son verre de vin. « À nous, à la façon de faire fonctionner cela au-delà de la clandestinité. » Mon cœur a bondi. « Que voulez-vous dire ?» Il a rencontré mes yeux avec assurance. « Je veux rendre cela public. Je veux en informer le conseil, gérer correctement les implications RH, peut-être vous transférer à un autre rôle pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Je veux vous emmener à des événements en tant que ma partenaire, pas mon assistante. Je veux... » Il a marqué une pause, la vulnérabilité traversant ses traits. « Je veux une vraie relation avec vous, Catherine. Au grand jour, quoi qu'il faille pour que cela se produise correctement. » Des larmes ont picoté mes yeux à ces mots. « Vous feriez ça? Risquer la réaction du conseil, l'examen des médias, tout cela ?» Il a tendu la main à travers la table, prenant la mienne. « Pour vous? » « Absolument. Parce que ce n'est pas juste une aventure, Catherine. Ce n'est pas juste de la chimie ou une commodité. Je suis en train de tomber amoureux de vous. Peut-être que je le suis déjà. » Les mots sont restés en suspens dans l'air, précieux et parfaits. « Je vous aime aussi, ai-je chuchoté, la première fois que l'un de nous l'avait dit directement. Je crois que c'est le cas depuis cette nuit à Londres, où vous m'avez parlé de votre mère. » Ses yeux ont scintillé d'émotion. Et il s'est levé, me tirant sur mes pieds, dans ses bras. Le baiser était différent cette fois, pas urgent ni désespéré, mais profond et possessif, et plein de promesses. Un baiser qui disait « Vous êtes à moi, et je suis à vous ». Nous sommes montés lentement à l'étage, nous arrêtant à chaque marche pour nous embrasser, nous toucher, savourer. Dans la chambre, le clair de lune filtrait par les fenêtres, peignant tout en argent. Alexandre a encadré mon visage, ses yeux cherchant les miens. « Êtes-vous sûr ?» J'ai répondu en atteignant l'ourlet de sa chemise, l'attirant au-dessus de sa tête, révélant la poitrine sculptée que je n'avais fait qu'imaginer. Mes mains ont exploré les plans de muscles, la peau chaude, les battements de cœur rapides sous mes paumes. Il a gémi, sa tête basculant en arrière. « Catherine !» Ses mains ont trouvé la fermeture éclair de ma robe, l'abaissant lentement, respectueusement, ses jointures effleurant ma colonne vertébrale et me faisant frissonner. La robe s'est accumulée à mes pieds, me laissant en sous-vêtements de dentelle, et la façon dont il me regardait, comme si j'étais de l'art, comme si j'étais précieuse, m'a fait sentir belle et puissante. Ce qui s'est passé ensuite a été tendre et passionné, lent et dévorant. Nous nous sommes explorés avec des mains respectueuses et des mots doux chuchotés, apprenant ce qui faisait halter et soupirer l'autre. Il a vénéré mon corps comme s'il était sacré, embrassant chaque centimètre de peau exposée, chuchotant à quel point j'étais belle, à quel point j'étais parfaite. Lorsque nous nous sommes finalement unis, bougeant en synchronisation comme si nous avions été faits pour cela, le monde extérieur a cessé d'exister. Il n'y avait que nous, souffle et sensations et émotions si intenses qu'elles frôlèrent l'accablement. Nous avons chuchoté « Je t'aime » contre la peau et les lèvres. Une prière est une promesse. Le temps a perdu son sens, alors que nous nous découvrions complètement, que l'intimité physique fusionnait avec la connexion émotionnelle. La véritable intimité, c'est quand les corps et les âmes parlent le même langage. Après, enlacés dans les draps et l'un dans l'autre, ses doigts traçant des motifs paresseux sur ma hanche, je ne m'étais jamais sentie aussi complète. « Restez avec moi », a-t-il murmuré dans mes cheveux. « Pas seulement cette nuit, toujours. » Et dans ses bras, l'avenir a soudain semblé possible, parce que ce n'était plus seulement du désir, c'était de l'amour. Un amour réel, profond, qui change le monde. Nous sommes rentrés à la ville dimanche soir rayonnant de bonheur et de projets d'avenir. Lundi matin, Alexandre a programmé une réunion avec les RH et le conseil pour la semaine suivante, afin de divulguer correctement notre relation. Nous avions décidé que je passerais à un rôle de consultante stratégique, même rémunération, même accès à lui, mais sans la structure de subordination directe. Cela semblait parfait, gérable, un moyen d'avoir tout ce que nous voulions sans complications éthiques. Nous étions prudents cette semaine-là, maintenant une distance professionnelle au bureau tout en volant des moments dans son penthouse la nuit. Mais mardi après-midi, tout s'est effondré. Le téléphone d'Alexandre a sonné pendant une réunion.
son avocat appelant avec des nouvelles urgentes. La conversation a été brève, son visage s'assombrissant à chaque seconde qui passait. Lorsqu'il a raccroché, son expression était orageuse. Mon ex-femme est en train de vendre une histoire à la presse. La pièce a tourné, je n'avais même pas su qu'il avait été marié. Votre ex-femme? Il a passé une main dans ses cheveux, l'air torturé. Miranda. Nous avons été mariés pendant 2 ans. Divorcés il y a 3 ans. C'était toxique, amer. Elle a obtenu un règlement conséquent et je pensais que c'était fini. Sa mâchoire s'est serrée. Apparemment, elle me faisait suivre. Elle a des photographies de nous, quittant sa maison en Normandie, nous embrassant dans sa voiture, entrant dans son penthouse la nuit. Elle les vend aux tabloïds avec des allégations selon lesquelles j'ai une habitude de coucher avec mes employés. L'implication m'a frappé comme un coup physique. Une habitude? Il y en a eu d'autres. Ses yeux ont croisé les miens, et j'y ai vu la vérité. Pas beaucoup, mais oui, il y en avait eu d'autres. Avant moi. C'était avant vous, a-t-il dit rapidement, se dirigeant vers moi. Il y a des années, quand j'étais plus jeune et plus stupide, 2 femmes qui travaillaient pour moi, toutes 2 consentantes, toutes 2 adultes. Cela s'est mal terminé les 2 fois, c'est pourquoi j'avais juré de ne plus jamais le faire. Il a essayé de prendre mes mains, mais je me suis éloigné, la douleur et la confusion se disputant dans ma poitrine. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela? Ma voix est sortie petite, parce que c'était dans mon passé et je pensais que cela y resterait. Il avait l'air désespéré maintenant. Catherine, s'il vous plaît. Ces situations n'avaient rien à voir avec nous. Elles étaient une question d'ego et de commodité. Ce que nous avons est réel. Vous devez le croire. Je le voulais. Mon Dieu, je le voulais. Mais soudain, tout semblait entaché, comme si je n'étais peut-être qu'une autre dans un schéma, une autre conquête. Avant que je ne puisse répondre, son assistante a frappé avec urgence. Le chef de son équipe de relations publiques avait besoin de le voir immédiatement. Les heures qui ont suivi ont été le chaos. Avocat, spécialiste des relations publiques, membre du conseil appelant avec des inquiétudes. Les photographies n'avaient pas encore été publiées, mais Miranda les proposait au plus offrant. Ils avaient peut-être 24 heures avant que tout ne devienne public. J'étais assise dans son bureau, engourdie, tandis que les stratégies étaient discutées. La payer, obtenir une injonction, publier une déclaration pour prendre les devants. Alexandre m'a regardé à travers la pièce, ses yeux suppliants. Mais je ne pouvais pas traiter ce que je ressentais. Le week-end de contes de fées semblait remonter à une éternité. Maintenant, nous faisions face à la réalité d'une relation qui violait les politiques de l'entreprise. Avec une ex-femme amère qui utilisait notre amour comme arme, avec mon visage sur le point d'être étalé dans les tabloïds, comme la dernière assistante qui couchait pour monter en grade. Ce soir-là, seul dans son bureau après que tout le monde soit parti, nous avons finalement parlé. Je devrais démissionner, ai-je dit doucement, avant que cela n'éclate. C'est le seul moyen de protéger l'entreprise, votre réputation. Il s'est dirigé vers moi avec urgence. Non, absolument pas. Je ne vous laisserai pas sacrifier votre carrière à cause de mes erreurs passées. Je l'ai regardé. Mais c'est ce qui arrivera de toute façon, vous ne voyez pas. Quand cela sortira, je serai la briseuse de ménage, la croqueuse de diamants, l'assistante qui a séduit son patron. Vos relations passées avec des employés me font passer pour une habitude, pas pour une exception. Les larmes me brûlaient des yeux. Tout ce que nous avions prévu, le rôle de consultante, la divulgation selon nos propres termes, rien de tout cela n'a plus d'importance maintenant. Nous avons perdu le contrôle du récit. Alors nous ne la laissons pas le contrôler, a dit Alexandre férocement, agrippant mes épaules. Nous disons notre vérité. Nous expliquons que oui, nous travaillons ensemble, mais ce que nous avons est réel, que nous avions l'intention de le divulguer correctement, que nous sommes amoureux et ce n'est pas un scandale, c'est juste la vie. Je voulais le croire, mais la peur s'était enracinée. Votre conseil me verra comme un handicap. Les médias vont nous crucifier. Et votre ex-femme, j'ai secoué la tête. Elle fait cela parce qu'elle sait que cela vous fera du mal. Je ne suis qu'un dommage collatéral. Il m'a serré contre sa poitrine, ses bras m'étreignant fermement. Vous n'êtes pas un dommage collatéral, vous êtes tout, et je vous protégerai, je le promets. Nous allons traverser ça. Mais couché dans le lit cette nuit-là, incapable de dormir, je n'étais pas sûr que nous le pourrions.
Ce qu'il y a avec l'amour, c'est qu'il existe rarement dans un vide. Il y a toujours des forces externes, des complications, les agendas d'autres personnes. Nous avions vécu dans une bulle, croyant que nous pouvions gérer cela selon nos propres termes. Maintenant, la réalité s'était écrasée, nous rappelant qu'il y a toujours des conséquences à l'amour interdit. Alexandre m'a tenu plus serré, sentant mes pensées s'emballer. « Ne me quittez pas », a-t-il chuchoté dans l'obscurité. « Quoi qu'il arrive, s'il vous plaît, ne me quittez pas, je ne peux pas vous perdre. » Je me suis pressé contre lui, l'inspirant. « Je suis là », ai-je promis, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'aimer allait me coûter tout. L'amour est rarement pratique, et le vrai ne l'est jamais. Demain, nous affronterions la tempête ensemble. Ce soir, nous nous tenions juste l'un l'autre, sachant que tout était sur le point de changer, et espérant que notre lien était assez fort pour y survivre. L'histoire a éclaté mercredi matin. Je me suis réveillé avec mon téléphone explosant de messages. Amis, anciens collègues, même ma mère, tous voulant savoir si les photos étaient réelles. J'ai parcouru la couverture du tabloïd avec la nausée montant dans mon estomac. Nous étions là, figés dans des moments intimes, nous embrassant dans sa voiture, sa main sur le bas de mon dos, entrant dans son immeuble, nous tenant proches en Normandie avec une affection évidente. Les gros titres étaient brutaux. La dernière conquête de l'assistante du milliardaire. Scandale de romance de bureau chez Alexandre Steele. Déséquilibre de pouvoir ou amour véritable. Les articles ont exhumé ces relations précédentes avec des employés, me dépeignant comme la dernière victime d'un schéma prédateur. Certains étaient sympathiques, suggérant que j'avais été exploité. D'autres étaient vicieux, me traitant d'opportuniste et d'ambitieuse. Aucun d'entre eux ne connaissait la vérité. Le conseil d'administration d'Alexandre a tenu une réunion d'urgence. Je n'étais pas invité, mais je savais de quoi il discuterait. Responsabilité, gouvernance d'entreprise, si sa conduite personnelle reflétait mal l'entreprise. Il m'avait envoyé un SMS ce matin-là. « Tiens bon, je t'aime. Cela ne change rien. » Mais cela changeait tout. À midi, des journalistes avaient trouvé mon appartement campant à l'extérieur. Je ne pouvais pas partir sans être photographié et interrogé. Alexandre a envoyé la sécurité pour me protéger, mais je me sentais piégé, exposé, jugé par des milliers d'étrangers qui pensaient connaître notre histoire. Et sous ma colère contre l'atteinte à la vie privée, sous ma peur pour notre avenir, il y avait une inquiétude plus petite, plus silencieuse. Et s'ils avaient raison? Et si j'avais été naïve, séduite par le pouvoir et l'attention, répétant un schéma qu'il avait établi bien avant mon arrivée? Ce soir-là, Alexandre est venu à mon appartement, traversant les journalistes pour atteindre ma porte. Quand je l'ai laissé entrer, il avait l'air épuisé. Cravate desserrée, cheveux ébouriffés, l'épuisement marquant son visage. « Le conseil m'a donné un ultimatum », a-t-il dit sans préambule. « Soit la relation prend fin et vous démissionnez, soit je démissionne de mon poste de PDG. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Son entreprise était sa vie, tout ce qu'il avait construit. « Alors, nous y mettons fin », ai-je dit immédiatement. « Alexandre, je ne vous laisserai pas perdre ce pourquoi vous avez travaillé à cause de moi. » Il a traversé la pièce en 3 enjambées, agrippant mes bras. « Non, absolument pas. Je ne choisis pas l'entreprise plutôt que vous. » Je l'ai regardé fixement. « Qu'est-ce que vous dites ? » « Je dis que je leur ai dit d'aller se faire voir, » a-t-il dit férocement. « Je leur ai dit que je démissionnerais avant de les laisser dicter qui j'aime. Que je transférerais le pouvoir au cours des 3 prochains mois et resterais président du conseil. Mais que quelqu'un d'autre pourrait être PDG si c'est ce qu'il faut. » Les larmes ont coulé sur mes joues. « Vous ne pouvez pas faire ça. Cette entreprise est tout pour vous. » Il a encadré mon visage, ses yeux flamboyants. « Vous vous trompez. L'entreprise m'a rendu riche, Catherine. Vous me rendez vivant. Il y a une différence. » Son pouce a essuyé mes larmes. J'ai passé 15 ans à construire un empire. Et vous savez ce que j'ai appris? Les empires sont froids. Les empires ne vous tiennent pas à 3 heures du matin quand vous ne pouvez pas dormir. Les empires ne rient pas de vos blagues stupides, ni ne remettent en question vos idées, ni ne vous donnent envie d'être meilleur. Il a pressé son front contre le mien. « Je vous choisis. À chaque fois, je vous choisis. »« Mais votre ex-femme gagne, » ai-je protesté. « Elle a fait ça pour vous blesser, et ça a marché. » Un sourire dangereux a courbé ses lèvres. « En fait, mon avocat a appelé il y a 1 heure. Il s'avère que Miranda a violé les termes de notre règlement de divorce.
Il y avait une clause de non-divulgation concernant notre mariage. En vendant son histoire, elle l'a annulée. Elle doit rendre chaque centime de son règlement. De plus, le tabloïd fait face à un procès pour avoir publié des photographies prises par un détective privé, ce qui est illégal à Paris. Ses yeux ont étincelé. Elle pensait me détruire. Au lieu de cela, elle s'est détruite elle-même. Le karma est une garce. Puis son expression s'est adoucie. Mais voici la vérité, Catherine. Même si elle avait réussi, même si cela me coûtait tout, je m'en ficherais. Parce que la seule chose qui pourrait réellement me détruire, c'est de vous perdre. Nous avons passé les jours suivants dans des conversations intenses, avec des avocats sur les implications légales, avec des équipes de relations publiques sur la gestion du récit, avec son conseil sur les plans de transition. Mais la conversation la plus importante a eu lieu tard un soir dans son penthouse, tous deux épuisés et à vif. « J'ai peur », ai-je admis. Pas des médias ou du jugement. J'ai peur qu'un jour, vous vous réveilliez et me teniez rigueur de ce que vous avez abandonné. Il m'a tiré sur ses genoux, ses bras me sécurisant. « Alors laissez-moi vous dire ce qui me fait peur », a-t-il dit doucement. « J'ai peur de ne pas être assez bien pour vous. Qu'un jour vous réalisiez que vous vous êtes contenté d'un milliardaire accro au travail qui ne sait pas exprimer correctement ses émotions. Il a glissé mes cheveux derrière mon oreille. J'ai peur qu'aimer me coûte vos rêves. Et je suis terrifié que vous partiez avant que je ne puisse passer une vie à prouver que je vaux le chaos. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu au-delà du pouvoir et de la richesse l'homme qui avait perdu sa mère, qui avait sauvé l'entreprise de mon père par gratitude, qui était prêt à tout abandonner pour moi. « Vous n'êtes plus mon patron quand nous sommes seuls comme ça », ai-je chuchoté. Ses yeux se sont assombris. « Non ». J'ai secoué la tête, mes doigts s'entremêlant dans ses cheveux. « Non, quand nous sommes seuls comme ça, vous n'êtes qu'Alexandre, l'homme qui me fait rire, qui me met au défi, qui me voit. » Je l'ai embrassé doucement. Et pour que ce soit clair, je ne me contente pas, je choisis. Il y a une différence. Il a fait un bruit sourd dans sa gorge, soulagement et désir mêlés. Répétez ça. J'ai souri contre ses lèvres. Je vous choisis, Alexandre Steele, le vrai vous. Pas l'empire, ni l'argent, ni le pouvoir, juste vous. Parfois, la chose la plus courageuse est de se permettre de ressentir et de laisser quelqu'un d'autre le voir. Nous avions fait notre choix. Nous avions choisi l'amour plutôt que la sécurité, la vérité plutôt que la clandestinité, l'un l'autre plutôt que tout le reste. Et quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterions ensemble. L'interview a été diffusée un dimanche soir. En heure de grande écoute, des millions de téléspectateurs regardaient. Nous étions assis côte à côte sur un plateau de bon goût, les mains jointes entre nous, et nous avons raconté notre histoire à un journaliste sympathique mais critique. Oui, j'étais son assistante. Oui, nous étions tombés amoureux, bien que sachant que c'était compliqué. Non, il ne m'avait pas forcé ni promis d'avancement professionnel. Oui, nous comprenions pourquoi les gens s'inquiétaient de la dynamique de pouvoir. Nous avons parlé de ses relations passées avec des employés avec honnêteté. Ses erreurs, ce qu'il avait appris, pourquoi cette fois était différente. Nous avons montré de la vulnérabilité, admis nos peurs et clairement indiqué que nous étions prêts à faire face aux conséquences parce que ce que nous avions valait la peine d'être protégé. Lorsqu'on lui a demandé si nous ferions quelque chose de différent, Alexandre m'a regardé avec tant d'amour que cela m'a coupé le souffle. « J'aurais été plus courageux plus tôt », a-t-il dit. « J'aurais fait confiance à ce que nous ressentions au lieu de le combattre. » La réaction a été mitigée mais a changé le récit. Certaines personnes sont restées critiques, mais d'autres ont vu ce que nous essayons de dire, que l'amour ne suit pas toujours les règles, que la connexion humaine est désordonnée et compliquée, que deux adultes peuvent consentir à une relation même dans des circonstances imparfaites. Alexandre a bel et bien démissionné de son poste de PDG, passant à celui de président exécutif du conseil. J'ai pris un poste de directrice de la stratégie dans une division complètement différente, éliminant la structure de subordination directe. Ce n'était pas parfait, mais c'était éthique et transparent. Plus important encore, nous pouvions enfin être ensemble ouvertement. Plus besoin de se cacher, plus de moments volés. Il pouvait prendre ma main au bureau. Nous pouvions déjeuner ensemble sans crainte. Nous pouvions juste être Alexandre et Catherine, découvrant la vie ensemble. Le plan de son ex-femme s'est retourné contre elle.
Le règlement qu'elle avait reçu des tabloïds semblait creux lorsque le public l'a largement perçue comme vindicative, plutôt que comme une victime. Et révéler notre relation, loin de nous détruire, nous a forcés à être honnêtes avec nous-mêmes et l'un avec l'autre sur ce que nous voulions. Elle nous a en fait rendu service, a dit Alexandre un soir, des mois après que la tempête soit passée. Nous étions de retour à la maison en Normandie, préparant le dîner ensemble, à l'aise d'une manière qui venait du fait d'avoir traversé les difficultés et de s'être choisi malgré tout. « Comment ça ?» ai-je demandé, coupant des légumes pendant qu'il remuait la sauce. Il est venu derrière moi en laçant ma taille, son menton sur mon épaule. Elle nous a forcés à être publics, à nous engager complètement. Nous aurions pu nous cacher pendant des années, laisser la peur nous contrôler. Au lieu de cela, nous nous sommes battus pour cela. Et maintenant, c'est à nous, pleinement. Être ensemble ouvertement nous a transformés tous les deux. Alexandre s'est adouci, toujours brillant et motivé, mais plus équilibré. Il prenait des week-ends pour les passer avec moi. Il riait davantage. Ses employés ont commenté qu'il semblait plus heureux, plus patient. Et j'ai prospéré dans mon nouveau rôle, capable d'utiliser enfin mon esprit stratégique pour l'innovation, plutôt que pour le simple soutien. J'ai recommencé à écrire aussi, pas de la poésie terrible, mais des essais réfléchis sur l'amour, le risque et la croissance. Nous avons voyagé ensemble, explorant des villes main dans la main sans nous soucier de qui nous voyait. Nous avons organisé des dîners avec des amis où je n'étais pas présentée comme son assistante, mais comme sa partenaire. Nous avons construit une vie qui était authentiquement la nôtre, désordonnée et imparfaite, mais profondément réelle. Un soir, 1 an après ce premier baiser, Alexandre m'a emmené sur le toit de son immeuble. La ville s'étendait sous nous, les lumières scintillant comme des étoiles terrestres. « J'ai quelque chose à vous demander », a-t-il dit, et mon cœur a bégayé parce que j'ai reconnu le sérieux dans sa voix. Il a pris mes mains, ses yeux gris intenses et pleins d'amour. Cette année a été la plus dure et la meilleure de ma vie. Nous avons fait face aux jugements et aux obstacles, et avons dû nous battre pour chaque instant. Mais Catherine, vous aimer m'a rendu plus courageux, meilleur, plus pleinement moi-même que je ne l'ai jamais été. Il s'est mis à genoux, et j'ai arrêté de respirer. Voulez-vous m'épouser? Pas parce que cela a du sens, ou parce que c'est pratique. Épousez-moi parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. Épousez-moi parce que vous êtes ma meilleure amie, ma partenaire, mon foyer. Épousez-moi parce que quand j'imagine mon avenir, chaque moment vous inclut. Des larmes coulaient sur mon visage, tandis que je le tirais pour qu'il se lève. « Oui », ai-je réussi à dire à travers l'émotion. « Oui, absolument oui. » Le baiser était profond et possessif, plein de promesses, de passion et de la connaissance que nous avions construit quelque chose de réel à travers le feu. Quand nous nous sommes finalement séparés, j'ai ri à travers mes larmes. Les gens vont avoir des opinions à ce sujet aussi, ai-je averti. Il a souri, glissant la bague sur mon doigt, une émeraude éblouissante entourée de diamants. Laisse-les, j'ai fini de vivre ma vie pour l'approbation des autres. D'ailleurs, il m'a tiré contre lui, j'ai l'impression que nous allons leur donner quelque chose de beaucoup plus intéressant à raconter. Je l'ai regardée, confuse. Qu'est-ce que vous voulez dire? Son sourire est devenu mystérieux. Épousez-moi d'abord. Ensuite, je vous raconterai le secret que j'ai gardé. C'est à propos de la compagnie de votre père, d'une acquisition que j'ai planifiée et d'une offre qui va changer nos deux vies. Mon cœur s'est emballé. Alexandre, qu'avez-vous fait? Il m'a embrassé doucement. Quelque chose pour lequel j'espère que vous me pardonnerez. Ou me remercierez. Honnêtement, je ne sais pas encore quoi. 6 mois plus tard, je me tenais devant le miroir dans une robe de mariée en dentelle vintage, mon père ajustant mon voile, les larmes aux yeux. « Tu ressembles tellement à ta mère », a-t-il chuchoté. Puis son expression est passée à quelque chose de plus sérieux. « Catherine, il y a quelque chose que je dois te dire. À propos d'Alexandre, à propos de la véritable raison pour laquelle il a sauvé ma compagnie il y a 12 ans. » Mon sang s'est glacé. « De quoi parlez-vous ? Il l'a fait parce que vous avez publié la poésie de sa mère. » Mon père a secoué la tête lentement. C'est ce que je pensais aussi. Mais hier, un ancien collègue m'a envoyé quelque chose. Une lettre de la mère d'Alexandre, écrite avant qu'elle ne meure. Catherine. Il a sorti une enveloppe de sa veste.
Votre mère et la mère d'Alexandre n'étaient pas de simples étrangères. Elles étaient sœurs. Alexandre est votre cousin. Et il le sait depuis avant de vous engager. » La pièce a tourné. La lettre a tremblé dans mes mains, alors que je lisais des mots qui brisaient tout. « Ma très chère sœur Grace, je meurs, et il y a tellement de choses que je ne t'ai jamais dites. Le plus important, j'ai eu un fils. Son nom est Alexandre. S'il te plaît, si tu reçois ceci, trouve-le. Parle-lui de sa famille. Dis-lui qu'il n'est pas seul. La vraie passion vous enseigne qui vous êtes vraiment. Mais parfois, la vérité réécrit tout ce que vous pensiez savoir. » La marche nuptiale a commencé à jouer en bas. Mon père m'a regardé avec le cœur brisé. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai fixé la lettre, la bague à mon doigt, la porte qui menait à Alexandre attendant à l'hôtel. Et je devais décider, marcher dans cette allée vers l'homme que j'aimais, ou fuir le secret qui pouvait nous détruire tous les deux. Mais cette décision, et ce qui s'est passé ensuite, c'est une histoire pour une autre nuit. Parce que certains secrets sont trop dévastateurs pour être précipités. Certaines vérités ont besoin de temps pour respirer. Et certaines histoires d'amour, elles ne font que commencer quand vous pensez qu'elles sont terminées. Avez-vous déjà ressenti une connexion si puissante qu'elle a réécrit votre monde entier? Une connexion qui vous a fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir? Le genre d'amour qui ressemble à un mélange de destin et de danger? Dites-moi dans les commentaires, marcheriez-vous jusqu'à l'autel? L'épouseriez-vous en connaissant ce secret? Que feriez-vous? Parce qu'il y a un fait. L'histoire de Catherine n'est pas terminée. Loin de là. Alexandre attend à l'autel avec ses propres secrets. Son père en sait plus qu'il ne le dit. Et cette lettre, elle contient 3 autres révélations qui vont tout changer. Si vous avez besoin de savoir ce qui se passe ensuite, si vous mourrez d'envie de savoir si elle l'épouse, si le secret les détruit, si leur amour peut survivre au fait que le sang est plus épais que l'eau, cliquez sur ce bouton « S'abonner maintenant ». La partie 2 arrive dans 2 jours, et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui se passe quand Catherine franchit les portes de cette église. Les secrets deviennent plus sombres, la passion s'intensifie, et la vérité vous laissera sans voix. Alors abonnez-vous, activez les notifications et laissez-nous un commentaire en me disant « Team je l'épouse » ou « Team je m'enfuis ». Je lirai chacun d'eux, parce que les histoires d'amour comme celle-ci, elles ne suivent pas les règles. Elles n'ont pas de sens. Elles vous consument complètement et vous laissent un temps redemander. Rendez-vous dans 2 jours pour la conclusion que vous n'avez pas vue venir. D'ici là, restez curieux, restez courageux, et rappelez-vous, l'amour le plus dangereux est celui auquel vous ne pouvez pas échapper, même quand vous le devriez. Surtout quand vous le devriez.